d'un citoyen à un citoyen maire. Bonjour citoyen. Je te tutoie comme on se tutoyait entre citoyens pendant la Révolution française. C'est un tutoiement plein de respect et de fraternité. Citoyen, je te parle en frère parce que c'est de ton cœur dont j'ai besoin, au-dessus de ta discipline. Comme tu le sais, je suis désarmé. Mes aïeux, puis mes parents, puis moi-même, nous avons accepté de renoncer aux armes. Nous avons renoncé au droit humain immémorial de nous défendre par nous-mêmes, nos intérêts et ceux de nos proches. Nous l'avons fait avec l'idée de favoriser la paix civile en échange d'une représentation élue au suffrage universel et de la défense de nos intérêts par nos représentants, par ceux à qui nous avons confié le monopole de l'usage de la force. Depuis ce désarmement populaire, toutes nos libertés et toute la justice dépendent de la vertu de nos représentants, de nos maires, de nos juges, de nos députés, de nos ministres, de nos policiers, de nos militaires. Notre vie même dépend de la vertu de nos représentants. Je t'interpelle aujourd'hui, citoyen maire, parce que l'heure est grave. Faute d'une constitution digne de ce nom, faute d'un contrôle sérieux, faute d'un pouvoir populaire capable de reprendre la main sur son destin, certains de nos représentants, les plus éminents, les plus puissants, se croient tout permis et s'en prennent aujourd'hui aux droits humains les plus fondamentaux, à nos libertés, à notre intimité, à notre intégrité. Ils dévastent et ruinent le pays de façon la plus arbitraire, opaque et irresponsable. Depuis 50 ans déjà, nos représentants vendent les biens publics aux plus riches, aux plus puissants, autoroutes, barrages, industries, militaires stratégiques. Ils ruinent et détruisent un à un tous nos services publics, hôpitaux, écoles, postes, trains, justice, police, armée. Ils rançonnent les contribuables et usagers en leur faisant payer le service public qui devrait être gratuit. Ils endettent le pays et le soumettent aux caprices des marchés financiers. Ils détruisent la sécurité sociale, ils ont supprimé les cotisations sociales et donc asphyxié l'assurance chômage, épuisé l'assurance maladie et commencé la destruction de nos retraites. Ils précarisent et terrorisent les travailleurs. Ils ont détruit le droit du travail et ils ont rendu possible et inéluctable le retour de l'arbitraire dans les entreprises et en organisant leur impunité. Ils ont désindustrialisé le pays avec un euro trop fort et le libre-échange. Ils imposent la concurrence déloyale de sociétés esclavagistes. En un mot, on dirait qu'ils font de notre pays la colonie d'un empire. Tout se passe comme si les plus hauts représentants étaient passés au service du monde des affaires au lieu de protéger l'intérêt du peuple. Et nous, simples citoyens, sommes totalement impuissants à résister à leurs décisions, parce que nous n'avons aucune constitution pour nous protéger. Notre prétendue constitution est littéralement une prison politique, au lieu d'être une protection, puisqu'ils en font ce qu'ils veulent. Ces temps-ci, au prétexte d'une crise sanitaire, la situation se dégrade encore rapidement. Les médias terrorisent tout le monde, des foules de travailleurs sont interdites de travailler et donc condamnées, des millions de personnes sombrent dans la misère et la précarité, la surveillance s'intensifie, la répression des opposants aussi, les tensions se généralisent dans la société. Il semble urgent de mettre un terme à la déraison autoritaire des décideurs publics. Citoyen maire, cette lettre a pour vocation de t'informer et de t'interpeller. Nous n'avons aucune institution pour nous défendre contre nos représentants. Et nous, citoyens constituants, nous t'informons que nous sommes résolus à ne plus laisser nos représentants écrire eux-mêmes les règles de notre représentation. Nous sommes en train de nous transformer. Nous ne voulons plus rester des électeurs enfants. Nous devenons par nous-mêmes des citoyens adultes autonomes. Mais au-delà de cette réalité, déjà là, les citoyens constituants que nous sommes, pacifiques, mais déterminés à ne pas mourir sans résister, t'appellent à l'aide. Pourquoi le maire d'une commune aiderait-il les concitoyens à résister à l'oppression ? Toi-même, le maire, avec ta commune, vous êtes menacé et déjà presque condamné par l'arbitraire des décideurs au plus haut niveau, qui ont déjà commencé à détruire la municipalité en les fusionnant, en les asservissant financièrement et en les contraignant sans cesse à partir d'un pouvoir central oppressant. Nous autres, citoyens, te demandons, citoyen maire, de ne pas t'opposer à ceux que tu représentes et que tu sers.
Aide-nous à nous défendre pacifiquement, démocratiquement contre les mesures arbitraires. Aide-nous à nous faire émerger et respecter la volonté générale. Nous avons besoin de toi, citoyen maire, pour nous aider à préparer une transition, une transformation démocratique qui rende enfin possible et durable un processus constituant populaire. Comment le maire d'une commune peut-il aider les concitoyens à résister à ces abus de pouvoir ? Nous avons besoin que tu nous aides à nous organiser, nous-mêmes, nos votations. Il faudrait des bureaux de vote, des panneaux d'affichage, les listes électorales, des urnes et surtout la liberté pratique d'organiser par nous-mêmes des RIC, donc des référendums d'initiative citoyenne qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas d'initiative parlementaire ou politicienne, mais bien populaire. Citoyen maire, ton destin est commun à celui des autres citoyens. Fais connaître cette alarme pacifique autour de toi. Nous et nos familles comptons sur toi. Cyprien Cavoyon pour le mouvement constituant populaire. Manosquin. C'était ce que j'avais lu. Jusque-là, on est d'accord, c'est le même texte. Il y a des choses qu'on peut être d'accord, des choses où on sera en désaccord. C'est la liberté d'expression, la liberté de penser et le choix quand même de vivre dans un beau pays. Parce que contrairement à ce qui est écrit, je pense qu'on est dans un beau pays libre quand même. Après, il y a des limites à tout, évidemment. Néanmoins, les derniers qui ont parlé de ces choses-là, le système s'est arrêté au collectivisme, à Mao et à Staline. Je ne suis pas certain que ce soit des fonctionnements des modèles vertueux. Pas du tout certain de ça. Et les derniers qui ont porté ce volet-là, le Parti communiste français notamment, il y a des limites parce qu'à l'usage, il y a la théorie, il y a toujours l'usage derrière. Et je prends un autre exemple qui est beaucoup plus récent, c'est les Gilets jaunes. Je ne sais pas si tu en faisais partie. Tu en faisais partie sur Manosque ? Peu importe, mais oui. Est-ce que les Gilets jaunes, à la fin, c'était une véritable représentation du peuple ? Je ne suis pas certain. C'est pas beaucoup difficile de terminer. Et qui décidait à l'intérieur de ces Gilets jaunes ? La loi du plus fort ? La loi du plus sensé, la loi du plus ancien, aucune idée. Non, c'était assez désorganisé. Donc là aussi, il y a la théorie, il y a l'usage. Donc c'est pour ça que sur un certain nombre de choses, sur l'asservissement des communes, très clairement, c'est pour ça qu'il y a l'Assemblée des maires, notamment, où on monte au créneau en disant que, notamment la taxe d'habitation, tout le monde en est content. Oui, sauf que la taxe supprimée. Mais directement l'impact sur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oui, c'est ça, le financement des mairies, c'était par là essentiellement. Pour la ville de Manosque, c'est 2 millions d'euros en moins. Et je ne suis pas certain qu'on vous ait vraiment demandé votre avis. Donc est-ce que 2 millions d'euros en moins, est-ce que je le mets sur quoi ? Je le mets sur du service public en moins ? Est-ce que je le mets sur l'augmentation des prix des cantines ? C'est toutes ces questions-là que, bien évidemment, quand on pose la question que par un côté, une vision, du style « est-ce que vous êtes pour la suppression de la taxe d'habitation ?» tout le monde va dire oui. Est-ce que vous êtes pour ? Il faut peser. Pour toute décision, il faudrait peser. Il faut que tout avis et toute vérité, toujours de toute manière subjective et non objective. C'est très clairement l'être humain, puisque pour certains, il faut supprimer la voirie, il faut supprimer le stationnement sur un trottoir. Parce que c'est chiant, ça empêche les gens de passer, que ce soit la mère au foyer avec la poussette ou la personne handicapée, mais de l'autre, il ne veut pas que ça soit fait devant chez lui parce qu'il aime bien se garer devant chez lui. C'est le paradoxe de l'être humain, et encore plus français pour le coup. Donc sur certaines propositions, je m'y retrouve. Sur d'autres, c'est un peu plus compliqué. Sur la question de mettre des moyens à disposition, les urnes et les panneaux d'affichage sont libres sur chaque. Ça pourrait très bien être électronique. C'était, je lis le courrier. Oui, ça pour le coup, on a toujours mis à disposition. Là encore, il y a quelques jours, je crois que c'est toujours en cours d'ailleurs, les élections syndicales où j'ai mis des panneaux à disposition à la demande de la CGT. Donc on l'a fait. Voilà. À partir du moment où c'est pour une liberté d'expression, moi je suis toujours partisan, même si, et je le dis souvent, même si je ne suis pas d'accord avec toi sur tout, je ferai en sorte que tu puisses t'exprimer et que ta
et que tes idées puissent être défendues. C'est difficile d'être d'accord sur tout, c'est même peut-être pas possible. C'est même possible. Même à l'intérieur même d'une famille, c'est compliqué. C'est ça. Alors, à l'échelle d'un village, c'est encore plus compliqué. Après, sur le volet de la Constitution, mon avis, et c'est un jeune homme qui te parle, elle n'est pas parfaite, mais c'est la moins mauvaise de toutes. Voilà. C'est comme les candidats aux élections en fait. Exactement, ça se fait par choix, par défaut. Par élimination. Oui, c'est toujours ça. Néanmoins, là où je te rejoins, c'est sur le rôle que l'on a donné à chacun dans le cadre de la Constitution. Aujourd'hui, il y a législatif, exécutif, judiciaire. Le judiciaire joue son rôle. Et par contre, même si on peut penser que parfois les juges outrepassent leur fonction. Je donne l'exemple de François Fillon. Je suis très clair sur ça, même si c'était ma famille politique au demeurant. Ce qu'il a fait, il fallait qu'il soit jugé. Ce que je regrette, c'est qu'il a été Premier ministre de la France pendant 5 ans, jamais rien n'est sorti, et à 2 mois de l'élection présidentielle, alors qu'il en est le favori, tout sort. C'est parce qu'il est le favori. Et je trouve qu'on a faussé l'élection présidentielle, très clairement. Parce que si ça avait été fait un an avant, il y aurait eu un autre candidat, et les valeurs défendues par ce candidat-là auraient pu l'être par un autre candidat. Parce qu'il était éligible, du coup. Et je trouve ça dommageable parce que, outre la personnification de la Ve République autour d'un homme d'État, il y a aussi un courant de pensée qui doit être défendu. Oui. Et c'est ce que je retrouve regrettable parce qu'au final, on a descendu un candidat, pas ses idées. C'est ce que je retrouve au final regrettable. Après, on peut ne pas être d'accord sur les idées, mais par contre, on a tué une personne politiquement, pas ses idées. Et c'est ce qui aujourd'hui pose un problème, je pense, au niveau politique français, de la déstructuration de la vie politique que l'on a. Parce que je ne pense pas que le problème ce soit la droite et la gauche. Le problème c'est qu'est-ce que l'on fait la droite et la gauche pour aujourd'hui ne plus exister sur l'échiquier politique. Je pense qu'ils sont utiles parce qu'au final derrière on se retrouve soit avec l'extrême droite, soit avec l'extrême gauche. Je le dis clairement, Mélenchon, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Voilà, parce qu'on parlait de pouvoir judiciaire. Quand le pouvoir judiciaire s'attaque à lui. Non, il est au-dessus de ça. Voilà, la République, c'est moi. Bon, c'est ça. On n'a pas la même conception, très clairement. Le rôle de l'exécutif, ils font. Et après, par contre, il y a le pouvoir législatif. Et là, très clairement, et c'est pas propre à Emmanuel Macron. Bon, c'est propre depuis des années. On a vu le 49-3 à l'époque François Hollande, même Nicolas Sarkozy l'avait quand même fragilisé. Je pense que le dernier, au final, à l'avoir respecté, c'est Jacques Chirac. Et là où on peut peut-être avoir un vrai lien, c'est de se dire pourquoi avoir fait le quinquennat à la place du septennat, parce qu'au final, je pense que c'est ce quinquennat, parce que je me mets aussi à la place d'un président de la République qui doit faire beaucoup, à chaque fois, parce qu'il y a d'énormes attentes à chaque fois qu'un président de la République est élu, dans un laps de temps très court, donc forcément il a envie d'aller vite et de se passer du pouvoir législatif. Donc moi je pense qu'il faut revenir... Les 35 heures... Oui, qui sont passées, tu veux dire? Oui, mais je ne sais pas si c'était très constructif non plus. Non, mais... Donc je pense qu'il va falloir se poser la question de peut-être passer un septennat et laisser le quinquennat pour avoir aussi le pouvoir législatif qui reprend toute sa prédominance. Et moi je suis d'ailleurs d'avis qu'il y ait la proportionnelle, contrairement à beaucoup de ma famille politique. Bon, moi je considère qu'il faut de la proportionnelle en faisant en sorte quand même d'avoir la représentativité des territoires, donc ça veut dire une dose de proportionnelle et une représentation, c'est-à-dire à minima un représentant par département, parce que je pense que c'est important, parce qu'un député, il est aussi là pour représenter le peuple, et un élu parisien ne pourra pas représenter les Alpes-de-Haute-Provence. Donc je pense que ça c'est important, mais d'avoir une proportionnelle pour avoir une représentativité de l'ensemble des groupes, ce qui est typiquement peut-être comme un mouvement comme le tien et le vôtre, pourra être représenté, parce que si demain, ne serait-ce que vous faites qu'1% au niveau national, ça voudra dire que vous pouvez envoyer... Il n'y a pas de candidat, c'est vraiment pour l'instant. Oui, d'accord, voilà. Ça pourrait, oui. Je pense au parti animaliste. Aujourd'hui, le parti animaliste, par exemple, je le dis parce que je connais la personne qui est représentante sur le territoire et on a travaillé ensemble sur des sujets. Le parti animaliste, on peut se poser la question n'importe comment, mais jamais, dans le mode de scrutin actuel, n'arrivera à envoyer quelqu'un à l'Assemblée. D'accord. Demain, avec une dose de proportionnelle,
c'est possible. C'est possible, d'accord. Mais ça, c'est pareil, oui. Voilà, intéressant. redonner du poids au pouvoir législatif, et donc du coup, derrière aussi redonner une temporalité aussi au président de la République, puisque je me mets aussi à la place du président de la République, que ce soit Emmanuel Macron, François Hollande, demain Anne Hidalgo, je ne sais qui encore, ils ont aussi de mettre en œuvre leur programme, et donc, malheureusement, la voie française administrative est toujours très longue. Là, il y a l'Europe, de toute façon, qui chapeaute. Aussi, après, moi, de ce point de vue-là, c'est pas l'Europe qui a imposé un code du travail de X milliers de pages. C'est pas vrai. C'est pas l'Europe qui fait que sur chaque débat parlementaire en France, on met X mois pour avancer. C'est pas l'Europe qui a créé les agglomérations sans avoir supprimé le département. Voilà. Non, mais c'est pas l'Europe. L'Europe n'est pas le mot de décider de la hauteur des trottoirs depuis un bureau à Bruxelles. Je suis pas certain qu'il y ait grand intérêt. C'est un exemple. Oui, non, mais moi je suis. L'Europe a des avantages et des inconvénients. L'avantage de ne pas avoir de guerre, quand même. Et l'inconvénient d'avoir perdu toute souveraineté. Oui. Après, je le dis, l'administration française n'a pas eu besoin de l'Europe pour nous créer tout un tas d'hérésies depuis des années. La technocratie, la bureaucratie. L'agglomération, on est le plus bel exemple. C'est qu'on a créé et les régions dans les années 80 et là les agglomérations plus récentes, mais on n'a pas supprimé le département. Je pense que ça aurait eu du sens. Une logique franco-française. Oui, d'enlever un certain nombre de compétences des départements vers la région, ou de fusionner ces deux échelons, et de redonner une partie plus proche aux agglomérations. Donc voilà, il y a tout cela où je suis. Je ne peux pas dire que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. D'accord, c'est pas forcément l'objectif. Sur les RIC, moi je suis très sceptique, voilà, parce que les RIC est mis en place par qui, comment et pourquoi. Ça fait partie des choses à déterminer, j'avoue, il faut. Moi, par contre, ce que je crois, c'est vraiment de la consultation citoyenne de manière permanente sur tout projet d'aménagement. Parce que dans le RIC, globalement, je donne un exemple. Moi, sur la piscine de La Rochette à Manosque, donc cette piscine ne sera plus une piscine dans 2 ans, puisqu'il va y avoir la construction d'une nouvelle piscine. Nous, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire de celui. Ben, nous, on va faire des propositions, 4-5, et où on va prendre l'avis des citoyens en disant est-ce que vous pensez que c'est génial, j'ai vu le concept des singes et tout ça, je trouve ça super. Une fois par mois, de dire plutôt une salle culturelle, plutôt que sais-je encore, et on va essayer de mettre surtout des propositions qui financièrement se valent. Parce qu'après, faire un projet d'un côté à 500 000 euros et de l'autre à 4 millions d'euros, oui, forcément, oui. C'est pas pareil. Et a priori, en général, le projet à 4 millions d'euros va plus plaire que celui à 500 000 euros. Donc on fausse la donne. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt partisan de ça et d'avoir cet échange permanent, notamment sur les requalifications urbaines. Je pense que ce qui est important là, c'est clairement d'aller auprès de la population et de prendre, moi, ce que j'appelle leurs besoins. Ils disent on a besoin de pistes cyclables, on a besoin de stationnement pour. On a besoin d'ADSEM. J'étais au conseil de classe hier. Vous étiez sur le quartier. Vous y étiez? Oui. Ok, d'accord. J'ai pas pu faire la réunion. Non, j'avais que la vision de la directrice d'écran. Donc c'est pour ça. D'accord. On n'a pas besoin d'ADSEM. On a besoin de plus d'entretien et de plus de locaux monétaires. La polyvalence d'une ADSEM permet à la fois de faire, et ça évite 2 postes, de faire 2 postes. Moi, je considère qu'une ADSEM, elle est là pour s'occuper des enfants. Elle n'est pas là pour aller nettoyer les toilettes. Non, bien sûr, mais désinfecter, accompagner les enfants aux toilettes, leur laver les mains. Moi, ce que je considère, est-ce qu'une entreprise ne peut pas, dans un marché public, moi je pose la question, s'occuper tout ce qui est partie commune, parce qu'il n'y a pas de technicité. Par contre, garder évidemment à la fois pour ce qu'on appelle les nounous, les tatas, et à la fois pour les ADSEM, pour les maternelles, qu'elle garde évidemment un volet un peu de nettoyage, parce que forcément ça on n'y coupera pas, sur le volet, notamment des classes. Mais au moins elles sont toujours en permanence en contact des enfants. Là, c'est une question qui se pose. Oui, parce que typiquement, moi aujourd'hui, ce qui tue les finances de la commune, c'est les arrêts maladie. Ce qui n'est pas le cas sur une entreprise extérieure. Moi aujourd'hui, je me retrouve, la collectivité, c'est pas moi c'est la collectivité, se retrouve à payer la remplaçante de la remplaçante. En fait, c'est pareil dans mon entreprise actuellement, mais
Sauf que l'entreprise, les arrêts maladie, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Dans la collectivité, c'est pas le cas. Oui, d'accord. Donc, quand une personne est malade, on continue à payer la personne malade, on paie la remplaçante, et si cette remplaçante se retrouve elle aussi malade, on se retrouve à payer 3 fois pour le même service. Oui. Ça commence à coûter cher. 18% d'absentéisme dans la collectivité, à Manosque, ça coûte très cher. Donc, c'est cet équilibre-là. Moi, j'ai répondu hier, j'ai pas dit non, j'entends le besoin, réfléchissons à une autre organisation qui ne veut pas dire la création de postes. C'est ça que je dis. Mais par contre, j'entends bien la problématique du besoin. C'est-à-dire avoir plus de souplesse avec à la fois les enfants pour les temps périscolaires et à la fois sur... ça, c'est purement manosquin, en fait. Mais... Sur les aides, c'est propre à toutes les collectivités. Peut-être bien. Oui, non, mais ça, j'ai vu, c'est où c'est à Gap, je crois que j'ai vu une grève dans les crèches parce que pas assez de personnel. Et se pose aussi la question des diplômes. C'est qu'aujourd'hui, les ATSEM, la problématique que l'on a, c'est que vous avez beau vouloir les embaucher. C'est la petite enfance minimum. Ça court pas les rues. Il n'y en a pas. Péricultrice, assistante péricultrice, ça court pas les rues. Donc là aussi, c'est une problématique. C'est souvent ce qui se pose, par exemple, le temps long d'administration. Quand vous voulez remplacer une personne, déjà, il faut trouver la personne. Faire son contrat. Pour faire son contrat, il faut avoir son casier judiciaire vierge. Donc, quand vous le demandez, il faut attendre 24 heures. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vous recrutez la personne est revenue. Oui, c'est ça. C'est à peu près ce qu'on disait hier. Oui, c'est. Après, il faut une semaine de réaction minimum, sauf qu'une semaine. Une semaine, la personne est revenue, parce qu'en général, le temps d'attente, c'est 5,7 jours. Donc, une semaine, quoi. Une semaine, la personne est rentrée. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver, très clairement. C'est ça. Entreprise extérieure, pourquoi pas, c'est une idée, intéressant. L'entreprise extérieure permet d'avoir plus de flexibilité. Voilà.